Alors, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue. Bienvenue dans ce temps de rencontre RECAPAS. Alors, ce n'est pas un colloque annuel dans le même sens que ce qu'on a vécu les 2 dernières années, évidemment, puisque c'est un peu à distance et en visio. Euh, Néanmoins, voilà, c'est un temps fort dans notre programme Interreg. Chaque année, on organise un colloque en fin d'année, en novembre, pour faire le point avec vous sur l'avancée de ce projet Interreg, donc RECAPAS, reconnaissance et qualification des parcours associatifs. Donc, merci beaucoup à tous et toutes d'être là, de part et d'autre de la frontière, évidemment. Moi, j'ai repéré du côté des Français que nos partenaires, nos financeurs, il y a des PIVA aussi, des têtes de réseau et des bénévoles, évidemment. Je profite également de ce moment où je salue nos financeurs, nos partenaires, pour remercier toute l'équipe aussi du programme Interreg qui nous suit et qui fait ça de manière très pro et très pédagogue. Alors, si je prends la parole, c'est au nom du consortium qui pilote un peu ce projet RECAPAS, puisque la MDA Tourcoing est tête de file, chef de file sur ce projet. Nous sommes un consortium de 4 structures, la structure Interphase de Lille. Donc, il y a Brice notamment qui est là et Marina qui était excusée aujourd'hui. La MDA de Roubaix, la MDA associative de Roubaix, il y a Valérie et Thomas qui sont présents ce matin et qui prendront aussi la parole aujourd'hui. Et la MPA de Charleroi, surtout aussi, donc notre partenaire belge, avec sa directrice qui prendra la parole juste après, Caroline, Vincent et Nathalie de l'équipe de la MPA qui suivent le projet. Et puis, on a des partenaires associés qui figuraient, dont les logos figuraient sur la slide d'entrée. Je ne vais pas tous les citer, mais on a pas mal de partenaires associés aussi sur ce projet. Alors, ça aurait dû être notre 3e colloque. Ça le sera en 2 fois. C'est-à-dire qu'on a fait le choix de faire un temps un peu de partage de l'avancée du projet ce matin en visio. Et on a déjà fixé une date pour se voir en présentiel prochainement, début de 2021, en avril, pour avoir un temps un peu plus convivial, puisque comme vous l'imaginez, un projet franco-belge sans terminer le colloque autour d'un verre de bière n'est pas un vrai projet franco-belge. Donc ça, on s'engage à partager une petite bière belge ou française avec vous dès que ce sera possible. Ce colloque se déroulera en avril sur le site du Cube. Le Cube, c'est un nouvel espace à Tourcoing, porté par un groupe scolaire EIC. Euh, on aurait dû s'y retrouver aujourd'hui, on s'y retrouvera en avril. Euh, alors, ce projet est lancé pour moitié par le programme Interreg France Flandre Wallonie. Il s'articule autour de 3 axes principaux. Il y a une partie autour de l'observation, une partie autour de la formation et une partie autour de la construction et de l'essaimage d'outils pour valoriser les compétences. Ces 3 blocs, ces 3 axes vont être développés de manière plus précise pendant la matinée, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus, d'autant que je vous invite aussi à consulter notre site internet recapas.ue parce que c'est vraiment là-dessus aussi que vous allez trouver un petit peu toutes les avancées, tous les outils qu'on met en partage et dont vous pouvez bénéficier. Tout est sur le site internet. Alors, ce projet, il est intéressant parce qu'il s'inscrit vraiment, je trouve, dans des sujets, dans des chantiers importants de la vie associative, qui est celui de la reconnaissance et de la valorisation du bénévolat. Il y a par exemple le compte d'engagement citoyen en France qui permet à des bénévoles de valoriser son engagement sur son compte personnel de formation. C'est-à-dire que l'engagement bénévole peut servir à obtenir des heures et des financements pour de la formation personnelle ou de la formation professionnelle. Donc cette valorisation des compétences et du bénévolat, elle est aussi importante puisqu'on va créer, nous, avec le projet RECAPAS, des badges de compétences numériques. C'est un chantier aussi important en France et en Belgique sur cette question des badges de compétences, des hard skills, des soft skills, des compétences transversales. Alors, on devait être au Cube à l'EIC aujourd'hui. C'est un groupe scolaire qui, par exemple, travaille beaucoup avec ses étudiants, ses lycéens, ses collégiens sur ses compétences transversales. Donc, c'est aussi un projet que je trouve intéressant
puisqu'il y a une articulation possible entre le monde de l'éducation nationale et l'éducation formelle, et le monde de l'éducation populaire et l'éducation non formelle. On se retrouve sur ces notions de compétences et on travaille bien avec ce groupe scolaire, l'EIC, justement, pour que un jeune puisse valoriser autant les compétences acquises dans le cadre de son parcours scolaire que valoriser ses compétences de jeune acquises dans le cadre de son engagement bénévole. Donc ça, vous voyez, c'est pour vous dire que ce projet RECAPAS, vraiment, il est en articulation avec beaucoup de choses. Il est également en articulation avec le CFGA, la formation de bénévoles. On avait, avec la MDA de Roubaix notamment, monté un CFGA jeune, certificat de formation à la gestion associative. C'est quelque chose qui existe en France. On a testé le CFGA en Belgique et puis maintenant on a un CFGA transfrontalier qui est en train aussi d'être testé, qui arrive. Donc tout ça, ce sont des avancées du projet qu'on va partager plus précisément aujourd'hui avec vous, mais qui sont importantes de dire en préambule. Alors, c'est un projet qui est cofinancé. Alors, je ne vais pas citer l'ensemble des cofinancements. Je voudrais l'amener. Est-ce qu'il me manque aussi pour donner du sens un petit peu à notre action. La CAF, par exemple. La CAF cofinance le projet. Pourquoi? Parce qu'elle est intéressée par cette idée de valoriser les compétences des jeunes bénévoles. L'État, la DRJSC, finance notre projet dans le cadre de la formation des bénévoles et du CFGA, j'en parlais tout à l'heure. La direction départementale de la cohésion sociale aide ce projet dans le cadre de projets de jeunesse et éducation populaire, par exemple. La région, le conseil régional des Hauts-de-France, dans le cadre de la formation de bénévoles ou dans le cadre d'actions innovantes. Donc, vous voyez, c'est un projet qui va au-delà un petit peu de ce financement européen qui intéresse par ailleurs beaucoup de sujets et beaucoup de financeurs. C'est aussi un projet RECAPAS qui est d'ailleurs relayé maintenant au niveau national, alors par le réseau national des maisons des associations notamment, et par la GEPVA qui est un peu voilà, la partie technique du ministère de la vie associative. Alors cette matinée, comment elle va se dérouler? Il y aura 1 heure de présentation juste après notre prise de parole à moi-même et Caroline d'accueil sur les trois sujets dont je vous parlais, observation, formation et construction d'outils. Il y aura une petite pause de 10-15 minutes, puis ensuite, dans des petites salles de travail, ça va être une partie très intéressante de cette matinée aussi, et je vous invite tous à y participer. Vous allez pouvoir tester une partie des outils, un outil numérique notamment, qu'on a développé avec un partenaire ID System. Voilà, c'est un peu l'idée de cette matinée, c'est de partager un peu l'avancée de nos travaux, et notamment cet outil, puisque beaucoup d'entre vous vont être prescripteurs de cet outil auprès de leur public. C'est aussi tout l'intérêt de ce projet, et c'est ce qui nous attend pour l'année prochaine. C'est maintenant que les outils sont créés, c'est de vous expliquer les missions locales, les CCAS, les collèges, lycées, enfin l'ensemble des partenaires qui sont en lien avec des publics qui pourraient valoriser leurs compétences acquises dans le cadre d'engagement ou du bénévolat. C'est comment utiliser ces outils, vous, dans vos pratiques professionnelles. C'est les partager avec vous. Donc ça, c'est ce qui nous attend pour l'année prochaine. Donc, on se retrouvera tout à l'heure pour le mot de fin du colloque, puis vous donner rendez-vous déjà pour la date du mois d'avril que je vous indiquais. Je vais laisser la parole à Caroline de la Maison pour les associations de Charleroi, la directrice, qui va aussi vous dire un petit mot de son côté. Et ensuite, on pourra commencer les temps de travail. Donc, une nouvelle fois, bienvenue et merci surtout à tout le monde d'être là. Caroline, je te laisse la parole. Voilà, bonjour tout le monde. Je représente la belgitude du projet puisque nous sommes les seuls partenaires du projet RECAPAS. Alors, on est, même si on est les seuls partenaires, on est un partenaire historique de la MDA de Tourcoing puisque c'est dès 2003 qu'on a collaboré dans un projet qui s'appelait Format Acteur, qui était déjà financé dans le cadre d'Interreg 3 et qui nous a permis de développer notre programme de formation en le calquant sur la MDA de Tourcoing qui avait déjà une avance sur nous, puisque notre ASBL, nous, n'a que 20 ans et Tourcoing avait déjà une longueur d'avance. Alors moi, juste un petit mot concernant la genèse de ce projet, parce que pourriez-vous vous demander pourquoi tout d'un coup, avec la MDA de Tourcoing, de Roubaix et Interphase, on a planché sur la valorisation des compétences acquises au travers d'un bénévolat, tout simplement parce que c'est un constat, c'est un vécu.
Nous, ça fait 20 ans qu'on fait de l'accompagnement de projets. Et ça fait 20 ans qu'on voit les porteurs de projets s'investir comme bénévoles dans leur structure. Et puis, au fil du temps, ils se professionnalisent, ils acquièrent des compétences et des compétences qui leur permettent de devenir soit les salariés de leur propre structure, soit des salariés dans d'autres institutions, où ça leur donne en tout cas l'envie de se réinsérer et d'entamer un parcours de réinsertion. Alors, pour en avoir discuté longuement avec des acteurs comme le CPS, dont on a un représentant en ligne, ou le Forum, on sait aujourd'hui, autant en France qu'en Belgique, toute la pression qu'il existe sur les demandeurs d'emploi à qui on demande d'être actifs dans leur recherche d'emploi, on leur demande de trouver de l'emploi. Eh bien, nous sommes convaincus, mes camarades français et nous-mêmes, que le bénévolat est un palier qui peut permettre à des personnes de reprendre confiance en elles et de s'orienter vers des formations qualifiantes. Donc, parce que c'est ce qu'on a observé. Donc, quand vous dites à quelqu'un de rechercher de l'emploi et qu'il n'arrive finalement jamais à en trouver, eh bien, je pense que le bénévolat est une bonne alternative. Pourquoi? Parce que d'ailleurs, en Belgique, on ne dit pas la loi sur le bénévolat, on dit la loi sur le volontariat. Et c'est un mot que j'aime beaucoup, volontariat, parce que ça veut dire que c'est une démarche volontaire. Ça veut dire que la personne donne ce qu'elle veut, comme elle le veut, quand elle le veut. Et donc, quand on est en décrochage par rapport au secteur de l'emploi, je pense que c'est une notion essentielle pour se reconstruire et aller vers autre chose. Et donc, voilà, ça fait un moment maintenant, puisque nous avons pris à bras-le-corps le volume formation, et effectivement, puisqu'on adresse ces formations à un public qui est fort éloigné du secteur associatif, comme le public du CPS ou CCAS, je pense, en France, ou un public de demandeurs d'emploi ou un public en insertion socio-professionnelle. Et effectivement, on voit que ça permet, le bénévolat permet aux gens de reprendre confiance en eux et de se reconstruire et de se dire, tiens, finalement, c'est vrai que j'ai des compétences. Et donc, aujourd'hui, c'est encore une étape supplémentaire, c'est de découvrir un outil de valorisation de compétences qui est complémentaire aux axes que nous développons. Au niveau formation, on a mis en place 3 niveaux de formation, mais c'est Vincent qui vous donnera un peu l'état des lieux, la façon dont on orchestre les choses et ce qu'on vit aujourd'hui. Mais dans les 3 niveaux de formation, une formation qui s'adresse aux gens fort éloignés du secteur associatif, à qui on propose une animation. Donc, on a plusieurs outils d'animation et on leur apprend finalement ce que c'est que le secteur associatif. Quand on commence d'ailleurs l'animation, souvent ils nous disent « Ah non, moi je ne connais pas. Je ne connais pas, ça ne me concerne pas. » Et puis, au bout des 3 heures d'animation, finalement, ils se rendent compte qu'ils connaissent bien le secteur associatif, qu'ils baignent dedans même, au travers de leur famille, des enfants, de leur quartier, de leur ville. Et puis, finalement, quand on gratte un peu, ils ont une expérience de bénévole. Et puis, on termine l'animation en leur disant, eh bien, cette expérience, elle vous amène quelles compétences? Et donc, voilà, Vincent vous dira un peu où on en est par rapport à cette démarche-là. La deuxième formation, c'est de transposer plutôt le CFGA français en Belgique. Et donc, ça aussi, Vincent vous dira un peu comment ça se passe de notre côté. Mais c'est en tout cas, chaque fois qu'on lance un CFGA, il est rapidement complet. Et donc, ça rencontre vraiment là un public qui est déjà, lui, un public intégré au secteur associatif. Donc, on a énormément de membres et d'administrateurs d'ASBEL qui suivent le CFGA et c'est vraiment quelque chose qui répond à leurs besoins et leurs attentes. Et le troisième volet de formation, c'est plutôt la formation qui s'adresse au secteur de l'insertion socio-professionnelle. C'est leur donner une autre approche, une autre lecture des compétences des publics qu'ils fréquentent. Donc, Vincent et Nathalie, évidemment, auront l'occasion de vous en parler. Voilà, je terminerai par 2 choses importantes. C'est remercier évidemment ceux qui nous subsidient. Donc, au-delà des fonds européens, nous sommes soutenus par la région wallonne et par la ville de Charleroi. Et je voudrais aussi remercier Vincent et Nathalie dans mon équipe qui portent à bras-le-corps ce projet. Et Dieu sait si c'est du travail. Donc, je les remercie vivement. Et puis, voilà, Denis a parlé de bière belge, mais j'ai vu en commentaire que quelqu'un réclamait du chocolat belge. Et donc, je prends l'engagement d'amener du chocolat le 15 avril. Voilà. Je vous souhaite une bonne découverte. Merci, Caroline. Et alors, il y a également dans les commentaires Inès Mendes de
de l'Eurométropole qui disait qu'il y avait une bière belge une bière franco-belge qui était sortie. Donc, on peut aussi Voilà. s'engager au-delà du chocolat à la partager le 15. C'est top. Ça va motiver tout le monde, hein. Et Ouais. on a la bière de Charleroi. On amènera de la bière de Charleroi. Il y a Chimay qui arrive avec nous dans le consortium, donc c'est bien. Tout Ah, ça est très voilà. réjouissant. Ouais. Alors, ben, merci pour ces mots d'introduction. Merci aussi pour voilà, vos présentations dans le chat. Ça permet de voir toute la variété des partenaires présents ce matin. Je vais laisser la parole maintenant à Thomas Lowers de la MDA de Roubaix, qui va donc, lui, nous parler plutôt de la phase enquête et diagnostic que l'on a menée cette dernière année de travail. Ce sont des observations qui ont été faites cette année, mais qui sont aussi en lien avec Enfin, Thomas va vous remettre un peu tout ça en perspective, puisqu'on avait déjà aussi sorti d'autres observations dès le début du projet. Thomas, je te laisse la parole. Très bien, merci Denis. Bonjour à tout le monde et je vais juste gérer le partage d'écran. Donc ça peut patiner pendant 2-3 secondes. A priori, ça devrait être bon. L'écran est partagé. Donc, je vais vous faire un petit point sur la partie du travail l'IA Recapas qui concerne l'observation. Ce module-là, c'est évidemment un module qui est pris en charge par tout le monde. On ne travaille pas en silo. Tous les partenaires du projet interviennent sur l'ensemble des axes de travail. Mais évidemment, pour faciliter ce travail-là, nous avons dédié chacune des structures en chef de file d'un des axes de travail. Donc, pour nous, c'est l'observation territoriale franco-belge. Je vais y revenir. Cette année, on a mené une enquête qui s'appelle l'impact de l'engagement bénévole dans les parcours de vie, donc une enquête auprès des bénévoles franco-belges. Elle s'inscrit dans un processus beaucoup plus long d'observation du territoire franco-belge, donc la Wallonie et les Hauts-de-France. Alors, pourquoi observer tout d'abord? On peut se poser la question d'avoir inclus cette partie-là dans notre projet global. Alors, tout d'abord, parce que mieux connaître le secteur associatif transfrontalier était une nécessité. Vous n'êtes pas sans savoir que les associations sont nombreuses, qu'elles ont un impact fort sur l'ensemble de notre société et de nos territoires. Par contre, elles restent relativement méconnues. Donc, on a décidé de mettre en place des éléments qui nous permettront d'avoir une meilleure connaissance afin de mieux valoriser ce qu'on représente et de permettre aux uns et aux autres de pouvoir vanter les mérites du monde associatif. Le deuxième point, c'est comprendre les évolutions en matière de reconnaissance de l'engagement, puisque c'est quand même le cœur de métier de Recapas. Et pour cela, il fallait que l'on puisse apporter un certain nombre de points de vue, d'éléments qui sont en lien avec le présent. Et pour ça, les outils d'observation sont les mieux à même de l'apporter. Et troisième point, on essaye de faire un aller-retour permanent entre ce que l'on détecte entre le terrain et la manière de construire nos outils. Donc, tout simplement, l'observation a pour but d'agir par la suite et donc d'aider à construire et diffuser les outils pertinents que l'on ressent sur le terrain. Petite rétrospective, hein, puisqu'on est sur la 3e année de notre projet. En première année, donc 2018, on avait d'abord mis en place un panorama associatif transfrontalier qui se basait sur 2 sources principales. D'une part, les travaux de l'Observatoire régional de la vie associative dans les Hauts-de-France, qui est un des partenaires de notre projet, ainsi que les enquêtes qui sont menées par la Fondation Roi-Baudouin sur le poids économique des institutions sans but lucratif. Donc, ça nous a permis de quantifier un peu le nombre d'assauts, le nombre d'assauts employeuses, le nombre d'heures de bénévolat, ce que ça représente en termes de part de PIB pour le territoire. Tout cela nous permet désormais de pouvoir aller voir les différents partenaires en montrant ce que représente la vie asso. Toujours sur cette année 2018, on avait lancé une première enquête pour comprendre comment se passait la dynamique des coopérations franco-belges. Donc, c'est une première enquête qui n'avait pas forcément beaucoup fonctionné, mais on a pour but d'améliorer cette compréhension des coopérations sur l'ensemble de l'année. Et toujours sur l'année 2018, le premier colloque qui avait eu lieu à Sciences Po Lille à l'époque. En 2019, on avait lancé un baromètre auprès des recruteurs. Donc, première année, on enquêtait auprès des structures associatives. Deuxième année, c'est auprès des recruteurs qui étaient du secteur marchand ou non marchand. On essayait de comparer les deux secteurs d'activité pour voir comment ils prenaient en compte les parcours associatifs lorsqu'ils procédaient à des recrutements.
Je vous invite à aller voir les premiers résultats qui étaient parus l'an dernier. Le rapport final est en train d'être conclu là actuellement. On a pris un peu de temps et je m'en excuse pour cela. Deuxième colloque Récapace, aussi en 2019, qui avait eu lieu le 21 novembre l'an dernier. On avait été cette fois-ci en Belgique pour pouvoir parler de notre projet auprès des assos franco-belges. Et donc cette année, une enquête auprès des bénévoles pour comprendre comment leur engagement impacte leur mode de vie. Le calendrier de cette enquête, c'est assez simple. On a lancé l'enquête en mai dernier pour une diffusion du questionnaire de mai à octobre. Et du coup, le 31 octobre, on a clôturé les réponses au questionnaire afin de vous livrer les premiers résultats de cette enquête aujourd'hui. Alors, répartition géographique, c'est toujours important. On a 72 répondants belges. Ça correspond à 24% de l'échantillon. Côté français, on a 172 répondants. C'est 73% de l'échantillon. 6 répondants viennent d'ailleurs. Alors, ce léger déséquilibre territorial, il s'explique, comme vous avez pu le comprendre, par la répartition des partenaires du projet, à savoir que nous avons un partenaire belge pour 3 partenaires français sur les porteurs principaux. Donc, évidemment, il est plus facile pour nous, en tant que structure française, de récolter un nombre de questionnaires plus important. Les caractéristiques de ces répondants, donc on a 238 répondants en tout, 101 hommes et 132 femmes. Quelques personnes n'ont pas décidé de mettre leur genre. On est globalement sur un échantillon qui est composé de personnes qui ont de 25 à 64 ans, puisque ça correspond à peu près à 61% de l'ensemble des répondants. Là où on pêche un peu, c'est sur les répondants jeunes, donc les moins de 25 ans. On n'en est qu'à 14% dans notre échantillon. On n'a pas pour but d'être représentatif. On avait diffusé assez largement ce questionnaire sans forcément pouvoir avoir une idée précise de qui répondrait. On sait qu'on devra fournir un effort pour avoir plus de répondants chez les moins de 25 ans. Autre élément sur les caractéristiques des répondants, on a un répondant sur 2 qui est en activité professionnelle, un répondant sur 3 qui est retraité. Et comme vous pouvez le voir, les autres catégories socio-professionnelles sont légèrement sous-représentées, mais on pourra pareil faire un effort sur ces catégories-là pour avoir davantage de répondants et mieux finaliser notre analyse des résultats. En termes de nombre d'années de bénévolat, on se rend compte que les répondants qui ont participé à l'enquête sont pour la plupart très expérimentés. 81% des répondants ont plus de 3 ans d'ancienneté de bénévolat. Donc voilà, des personnes qui sont impliquées de longue date. Sur la durée hebdomadaire, par contre, on voit qu'on est essentiellement sur des personnes qui s'investissent sur un faible nombre d'heures. Après, quand je dis faible, tout est relatif parce que donner 5 heures de son temps pour les autres, c'est déjà pas mal. Donc voilà, on en a 1 sur 2 qui répond « je donne moins de 5 heures de mon temps pour du bénévolat ». On avait posé un certain nombre de questions, je vais vous faire les thématiques au fur et à mesure. Les premières questions reposent sur la conception que les gens ont du bénévolat. Donc à vos yeux, le profil de bénévole le plus courant est, et donc je vous livre les réponses, 67% répondent que c'est quelqu'un qui a du temps et des valeurs à partager. Donc ça nous va bien comme réponse puisque c'est évidemment là l'essentiel pour nous d'avoir cette notion de valeur qui intervient principalement. 15% répondent que c'est un homme ou une femme comme les autres, donc rien de spécial. 9% ont considéré que ce sont des super-héros de l'ombre. Nous, on aime bien cette expression-là de super-héros parce que c'est un peu la façon dont on avait orienté le colloque qui aurait dû se tenir sur un temps présentiel et convivial et qui est du coup en virtuel cette fois-ci. Enfin, 6% disent que c'est un idéaliste qui souhaite transformer le monde et 3% répondent que c'est une personne âgée qui cherche à rester active. Voilà. Alors, pour être bénévole, quels sont les éléments nécessaires aux yeux des répondants? Alors, en 7e position, 5% des gens répondent qu'il faut assez d'argent pour faire des choses gratuitement. 15% des répondants répondent qu'il faut de la créativité. 29% répondent qu'il faut des idéaux. Donc là, on commence à être sur un taux de réponse un peu plus important. 31% répondent qu'il faut de l'empathie. 54%, donc là, plus d'1 sur 2 répondent qu'il faut de l'énergie. 70% répondent qu'il faut du temps, et c'est effectivement l'une des problématiques principales. Et enfin, 71% des répondants nous disent qu'il faut avoir le sens du collectif. Donc, c'est la réponse première qui intervient. Alors, pour vous, le bénévolat est associé à, et je ne vais pas vous faire l'ensemble du graphique parce que c'est énormément de chiffres, et je m'en excuse, ce n'est pas forcément toujours très digeste, mais ce qui nous a plu dans les réponses qui sont intervenues, c'est que la plupart répondent qu'il s'agit de réaliser une activité plaisante et porteuse de sens. Donc, même si nous orientons, nous, notre projet sur la question des compétences, on est content de voir que les fondamentaux du bénévolat
reste quand même en lien avec se faire plaisir, donc une activité plaisante, et porteur de sens. Enfin, toujours sur les réponses principales, on a 2/3 des répondants qui nous disent qu'ils sont totalement d'accord avec l'idée que le bénévolat est avant tout associé au fait de donner de son temps pour aider les autres. On voit que les questions d'insertion professionnelle ou d'expérience et de l'acquisition de compétences sont pour l'instant encore en retrait dans les réponses apportées par les bénévoles qui ont répondu à l'enquête. On a ici interrogé sur les bénévoles sur le parcours qu'ils ont eu en termes de bénévolat. Alors, quelles raisons vous ont poussé à vous engager? Je ne vais pas refaire l'ensemble du graphique, mais on voit bien que c'était avant tout une volonté d'aider les autres qui intervient, puisque 34% des répondants mentionnent que c'était une très forte importance pour cet élément-là. Quand on leur demande de décrire leur première expérience de bénévolat, on a 66% des répondants qui disent qu'ils sont totalement d'accord avec l'idée que c'était enrichissant. Seulement 21% qui disent que c'était une révélation. Et là où on est quand même satisfait, c'est que seulement 3% considèrent que la première expérience bénévole fut relativement anodine. Donc voilà, on sait que c'est une expérience marquante. D'ailleurs, si on s'attarde sur les expériences marquantes des parcours de bénévoles, on leur demande « Avez-vous eu une expérience marquante ?» Plus de 2/3 des répondants considèrent que oui, au sein de leur bénévolat, il y a eu des expériences marquantes. Et quelles en étaient les raisons? Alors tout d'abord, ça a été un tournant dans leur vie professionnelle, un tournant dans leur vie personnelle. Ces éléments-là arrivent en dernière position. Une vision du monde qui a été fortement transformée, ça intervient aussi dans une proportion légèrement plus importante. L'acquisition de nouvelles compétences arrive sur le podium. L'ambiance et la solidarité entre les membres de l'association. Et enfin, ce qui a surtout marqué les bénévoles qui se sont investis, c'était le fait d'être dans un projet en phase avec les valeurs. Donc, encore une fois, on revient sur les fondamentaux du bénévolat, même si nous, on travaille sur les compétences et l'insertion professionnelle. Ça reste malgré tout les valeurs qui prennent le dessus. Les raisons qui peuvent expliquer un arrêt dans l'engagement bénévole, alors, essentiellement, c'est l'intervention d'un changement personnel qui apparaît comme l'un des éléments majeurs, 49% des répondants. Ensuite, on tombe sur un désaccord qui se fait grandissant avec les orientations de l'asso, une envie de découvrir des nouveaux projets. Donc voilà, on est sur ces 3 raisons principales-là. Au final, les éléments de lassitude interviennent que de manière un peu minoritaire par rapport aux premières réponses. Alors, quand on interrogeait les répondants sur leur parcours de bénévole, on souhaitait savoir ce qui faisait qu'on avait envie de s'investir dans la durée. Puisque pour nous, en tant qu'accompagnateurs de la vie associative, c'est aussi un élément important de savoir ce qui va favoriser l'implication durable des bénévoles. Alors, évidemment, en première réponse, 45% des répondants disent que l'ambiance collective entre bénévoles est un élément indispensable. 50% d'entre eux disent que c'est très important. Donc, on voit bien que c'est ça qui va fortement marquer le fait de rester dans une asso. Les formations de bénévoles interviennent sur la dernière réponse. 20% disent que c'est indispensable, 44% mentionnent que c'est très important comme élément. Et on voit bien que c'est quand même des questions qui sont en retrait dans la manière dont les gens se positionnent. Alors, quand on demande si les personnes ont déjà été confrontées à des situations désagréables, déjà, le point principal que l'on retient, c'est que beaucoup répondent que jamais ou rarement elles ont été confrontées à ces situations-là. Et la seule réponse qui apparaît un peu importante, c'est le manque de moyens pour réaliser des actions. Tout le reste est considéré comme étant relativement peu important en termes d'expérience désagréable du bénévolat. L'autre point de cette enquête, c'était de savoir comment le bénévolat allait avoir un impact au regard des autres éléments ou sphères de vie. Alors, quand on demande quels sont les éléments primordiaux, prioritaires dans la vie des bénévoles, la famille arrive comme hautement prioritaire, c'est le point principal. La vie sociale et amicale, la vie professionnelle intervient un peu après, la vie amoureuse également. On voit que l'engagement volontaire ou bénévole est hautement prioritaire pour un répondant sur 4, ce qui est déjà pas si mal. Par contre, on voit que 57% d'entre eux répondent que c'est plutôt prioritaire. Donc, si on prend ce bloc hautement prioritaire et plutôt prioritaire, on voit que les engagements bénévoles et volontaires interviennent à un niveau assez élevé. Alors, si on regarde, c'est largement au-dessus des activités de détente et de loisirs. Enfin, le degré de compatibilité entre le bénévolat et les autres éléments de vie, on constate que ça peut avoir parfois des sources de tension que d'être bénévole.
Si on prend ce qui est surligné en rouge, donc sur parfois source de tension, on voit que c'est pour 25% des bénévoles une source de tension avec la vie familiale. Pour 25% d'entre eux, c'est une source de tension avec la vie amoureuse. Et enfin, pour 26% d'entre eux, c'est une source de tension avec la situation professionnelle. Donc, pas forcément toujours évident, mais c'est cohérent au regard de ce qui était répondu par les bénévoles auparavant sur le fait que pour s'engager, il faut avant tout du temps. Enfin, les bienfaits et les inconvénients du bénévolat sur la vie quotidienne, c'est important pour nous de le demander, puisque si les gens font du bénévolat, il faut qu'il y ait des raisons. On constate que très majoritairement, les gens répondent que c'est une source d'épanouissement et une source d'apprentissage. Enfin, si on regarde le bloc plutôt inconvénient du bénévolat, les réponses sont relativement faibles. L'insatisfaction par rapport à la prise de décision, seulement 16% des gens répondent que c'est en effet une source d'insatisfaction. 15% disent qu'il manque de moyens. Pour 11% des répondants, c'est un surplus de fatigue et de soucis. Et enfin, pour 7%, c'est une source de conflit avec certaines autres activités. Donc, si on prend ces blocs-là, le bénévolat apparaît très largement comme un élément positif dans la vie quotidienne des personnes qui s'y adonnent. Je vais arriver sur les derniers éléments de cette enquête-là, sur les premiers résultats. Selon vous, quel regard portent les employeurs sur le bénévolat des salariés? On posait ces questions parce que pour nous, c'est évidemment important de savoir quel est le lien entre bénévolat et situation professionnelle au regard des bénévoles eux-mêmes. L'an passé, on avait posé les mêmes questions aux recruteurs. On pourra, dans le rapport final, faire un parallèle entre les deux. Donc, 87% quand même des bénévoles estiment que les employeurs ont un regard positif sur le bénévolat de leurs salariés. Quand on leur demande du coup quels sont les éléments qui peuvent expliquer ce regard positif, alors la première réponse, c'est que les salariés qui s'engagent bénévolement ont un meilleur relationnel. Donc, on est là sur une compétence bien précise, le relationnel, qui pourra être réinvesti par la suite dans un parcours professionnel, dans des tâches quotidiennes, dans le travail. Également, 38% des personnes disent qu'ils sont totalement d'accord avec l'idée que les salariés développent des compétences en plus durant leur engagement bénévole. Donc, ce qui donne de la crédibilité et qui appuie notre démarche portée par Recapas quand on veut faire le lien entre l'acquisition de compétences dans les parcours associatifs et l'insertion professionnelle. Enfin, 32% des personnes répondent qu'ils sont totalement d'accord avec l'idée que les salariés investis dans le bénévolat sont plus adaptables. Encore une fois, une compétence qui peut être réinvestie dans le monde du travail. Les éléments qui peuvent expliquer maintenant une perception plutôt négative de la part des employeurs concernant les salariés qui s'adonnent au bénévolat. Alors, on se rend compte au final que assez peu d'éléments négatifs ressortent. Le premier et principal point négatif, ce serait éventuellement que les salariés qui font du bénévolat soient plus que les autres salariés dans une sorte de militance et une remise en question des consignes et des tâches professionnelles. C'est le point qui ressort principalement, mais encore une fois, ça reste relativement faible. Seuls 7% des répondants disent qu'ils sont totalement d'accord avec cette idée-là. Alors maintenant, quand on interroge les personnes sur l'usage que l'on peut faire du bénévolat à des fins professionnelles, on s'aperçoit que 56% des personnes le voient essentiellement comme un atout durant l'entretien de recrutement. Pas forcément dans le CV, mais principalement dans l'entretien. Ensuite, 43% des personnes répondent que c'est évidemment un débouché professionnel, enfin une porte d'entrée pour un débouché professionnel. Donc, on a là des personnes qui sont quand même convaincues des passerelles potentielles entre monde bénévole et monde professionnel. Enfin, 33% des personnes estiment qu'on peut évidemment le mettre dans le CV au même titre qu'une expérience professionnelle. Et moi, je suis plutôt satisfait de cette réponse-là, puisqu'il y a seulement 18% qui estiment qu'on peut le mettre dans le CV, mais par contre, ça n'aura pas le même statut qu'une expérience pro. Donc, on a des éléments qui viennent corroborer un peu les préjugés ou les intentions initiales qu'on avait dans Recapas. Là, ces éléments d'observation nous donnent du poids quand on veut valoriser les parcours associatifs. Enfin, en vue d'un usage à des fins professionnelles, le bénévolat peut être, donc réfléchissez aux opportunités qu'offre votre engagement dans le cadre, est-ce que vous réfléchissez à cela dans votre cadre professionnel à vous? On a oui, très régulièrement, des réponses qui nous donnent le fait que les bénévoles y réfléchissent. 24% y réfléchissent à titre occasionnel, 28% ne prêtent aucune attention au parcours bénévole pour une éventuelle opportunité professionnelle et 6% seulement des répondants nous disent que les deux univers sont distincts et n'ont pas cohabité l'un par rapport à l'autre. Enfin, est-ce que vous valorisez vous-même ces expériences bénévoles lorsque vous candidatez à des offres d'emploi?
on a un tiers des répondants qui nous répond que oui, c'est systématique. Donc là, on voit quand même qu'on a des personnes convaincues et qui, dans leur pratique, le mettent en œuvre. On a 53% qui disent oui, mais à la condition que cela soit cohérent avec l'offre d'emploi. Et 16% seulement des personnes qui répondent que non, jamais ils ne le font dans le cadre de leur candidature. Et quand on prend le nombre de personnes qui sont retraitées, on imagine bien qu'en effet, ces personnes-là n'ont pas besoin de mentionner leurs expériences bénévoles pour candidater puisqu'elles n'ont plus d'activité professionnelle. Enfin, et ça doit être la dernière question, les expériences bénévoles sont-elles, à vos yeux, suffisamment valorisées dans les parcours professionnels? Alors, seuls 10% des personnes sont très optimistes en disant que oui, totalement, les expériences bénévoles sont suffisamment valorisées. Un tiers des répondants disent oui, mais il existe des marges de progression, et ça, c'est plutôt notre position à nous également. Enfin, on a 50% des répondants, donc 1 sur 2, qui nous dit que non, ça n'est pas suffisamment valorisé, mais par contre, cela est en train de s'améliorer. Et le projet RECAPAS vise à ce que justement cette amélioration advienne. Et enfin, 9% sont plutôt pessimistes en disant non, elles ne sont pas suffisamment valorisées et ça n'est pas prêt d'évoluer. Voilà pour cette présentation. Je vous remercie tous de m'avoir écouté. Je sais que ce n'est pas forcément très digeste. C'est plus facile en présentiel qu'en virtuel. Je vous remercie beaucoup pour l'attention que vous avez portée à ces éléments-là. Bien, Thomas, merci beaucoup. Merci pour la qualité, encore une fois, de ce travail d'observation. Alors, Valérie, peut-être un petit retour sur les éléments du chat. Oui, juste quelques questions. Alors, une demande de précision. Quand tu parlais de 5 heures de bénévolat, c'était bien par semaine? On est sur des horaires hebdomadaires, en effet, oui. Et donc, plusieurs personnes pour demander si le PowerPoint sera partagé, si le rapport sera accessible. Le PowerPoint sera partagé avec l'ensemble des éléments qui sont dans ce colloque virtuel. Et par la suite, donc dans les semaines qui viennent, un rapport plus complet parce que là, ce n'est que les premiers résultats et surtout, c'est un traitement sur l'ensemble des répondants. Mais le but, c'est de pouvoir faire de la comparaison franco-belge et de la comparaison selon les typologies de répondants. Donc, du coup, le rapport plus complet interviendra dans quelques semaines ou début de l'année 2021. Bon, et puis il y avait une petite remarque qui n'était pas une question, mais la notion de salarié militant, ça avait attiré l'attention. Oui. Il y a une autre question, c'est parmi les actifs impliqués dans le bénévolat, quel niveau de qualification? Est-ce qu'on a mesuré ça, Thomas? Alors, ça, je ne l'ai pas inclus dans les éléments qui sont ici. On a essentiellement des Bac plus 3. Donc, on a un niveau de diplôme qui est assez élevé, ce qui évidemment n'est pas représentatif de l'ensemble des bénévoles qui œuvrent au quotidien dans les associations, mais on est sur une majorité de Bac plus 3, Bac plus 5. Et ensuite, c'était une petite question. Les personnes ayant participé au sondage sont à peu près 50% salariés. Savons-nous s'ils ont été bénévoles avant leur entrée dans le monde pro ou après? Ça, non, ça n'a pas été posé comme question. OK. Alors, vous retrouverez, on a malheureusement un tempo un peu rapide. Vous imaginez bien qu'il y a beaucoup de choses à dire, de questions à poser et on pourrait creuser davantage. Donc, vous retrouvez déjà, moi je vous l'indique, les résultats des enquêtes des années précédentes sur notre site internet. Il y a eu des enquêtes qualitatives, quantitatives, le poids du secteur non marchand en Belgique, en France, des trajectoires de bénévoles, enfin, vous verrez, avec toujours cette qualité d'observation qu'on a la chance d'avoir, avec notamment l'India de Roubaix-Lorva. Donc ça, c'est une chance qu'on a. Et je me permets, Denis, de prendre la parole sur ce que tu viens de dire. En effet, on fait du qualitatif en plus de la démarche quantitative. Ici, c'est par questionnaire, donc du coup, on a du chiffre énormément. Il faut savoir que cette année particulièrement, on a œuvré pour avoir des éléments de langage, des témoignages, donc du qualitatif. Et je remercie l'implication de Vincent de la MPA de Charleroi pour ça, puisque à lui seul, il a été s'entretenir avec plus de 15 bénévoles. Donc, c'est une matière qui prend plus de temps à déchiffrer que les éléments quantitatifs. Et dans le rapport final qui sera paru en début d'année 2021, ces éléments-là apparaîtront vraiment pour le poids qu'ils représentent, c'est-à-dire une matière immense pour comprendre ce qui se passe chez les bénévoles. Là, on est essentiellement sur du chiffre. Ouais, écoute, merci Thomas. Alors, bon, on va essayer de garder le tempo.
On a donc fait un petit retour, enfin un petit retour, en tout cas, on a présenté le travail d'observation de cette année. Là, on va vous présenter le travail autour des parcours de formation et de la qualification des bénévoles. Vincent Lorge de la Maison pour les associations de Charleroi qui va donc nous faire le point là-dessus. Vincent, est-ce que tu m'entends? Puis on va te laisser la parole. Je t'entends, Denis, merci beaucoup. Donc, je vais moi aussi essayer de partager mon écran. Comme le disait ma directrice Caroline, qui m'a largement spolié tout à l'heure, donc ça devrait permettre de regagner un peu de temps, parce que je vous préviens, je suis un ancien journaliste radio, donc j'ai tendance à parler énormément. Heureusement, je pense que là, on va regagner un petit peu du temps, non pas perdu, mais du temps prévu. Et ma collègue Nathalie est avec nous aussi. Donc Nathalie, si je dis encore un peu plus de bêtises que d'habitude, ou surtout si j'oublie des choses fondamentales, ben, n'hésite pas à intervenir, bien entendu. Donc voilà, j'espère que vous voyez bien le PowerPoint. Donc on va évaluer l'évolution des programmes de formation RECAPAS, puisque c'est la mission de la MPA de Charleroi, c'est de s'occuper de l'aspect formation. Alors, avant de déterminer l'évolution, encore faut-il voir de quoi on parle. Donc, Caroline vous le disait tout à l'heure, on a 3 parcours de formation destinés à des publics extrêmement différents. La découverte du monde associatif, ce sont en effet des personnes qui sont très éloignées du secteur. Pour la Belgique, par exemple, des personnes qui qui émargent plutôt au CPAS, l'équivalent belge du CCAS, ou bien qui sont en démarche de réinsertion socio-professionnelle. En France, des jeunes qui ne savent pas très bien quel avenir prendre. Donc, des gens qui parfois ont un parcours de vie aussi assez difficile et qui, a priori, encore une fois, ne savent pas très bien de quoi on parle quand on évoque le secteur associatif. Je saute directement, vous comprendrez pourquoi, au parcours 3, qui lui est consacré aux praticiens de l'économie sociale et solidaire et de l'insertion socio-professionnelle. Il y en a parmi vous, parce que vous verrez que finalement, ce parcours 3, c'est le fait de permettre à vos structures d'utiliser les outils, on va les voir dans un instant, développés dans le parcours 1, pour vous en servir, vous les approprier et éventuellement donner ce genre de formation comme une alternative par rapport aux autres formations que vous pouvez proposer. Sachant que le programme RECAPAS, il n'est pas éternel, il est censé s'achever au 31 décembre 2021. Bon, avec le Covid, il sera peut-être prolongé jusqu'à mi-juin 2022, mais voilà, l'idée, c'est que ces formations puissent survivre, évidemment, une fois que RECAPAS sera terminé. Et alors, je reviens au parcours 2, Denis faisait allusion tout à l'heure, c'est le certificat de formation à la gestion associative transfrontalier. Je pense que c'est un peu moins intéressant, entre guillemets, pour les personnes qui sont présentes aujourd'hui, mais on va évidemment en parler, puisque là, ça s'adresse vraiment à des bénévoles ou des dirigeants d'associations, donc ou bien qui veulent se lancer dans l'associatif, ou bien qui y sont déjà, mais qui veulent faire les choses correctement. Alors, Thomas vous a déjà abreuvé de chiffres, donc j'en ai pas mis 250, mais je vous ai fait un petit récapitulatif quand même du nombre de formations, tant du côté français que du côté belge, sachant que le programme a débuté en 2018, mais il a quand même fallu le temps que les outils soient mis en place, donc les premières formations ont débuté en 2019. On voit que pour le parcours 1, eh bien, en France et en Belgique, on a en tout une quarantaine de formations qui ont été données à ce jour, avec grosso modo, si j'additionne les deux, à peu près 400 participants. Pour le certificat de formation à la gestion associative transfrontalier, on en a déjà eu 4 qui ont eu lieu avec une cinquantaine de participants. Et celui qui est le plus encore à développer, c'est pour ça que j'insistais aussi un peu là-dessus, c'est celui qui est réservé aux professionnels de l'insertion socio-professionnelle. Là, nous n'avons eu pour l'instant que 3 formations avec 25 participants.
faut évidemment noter que cette année 2020 a été extrêmement compliquée d'un point de vue sanitaire, donc on a dû interrompre les formations au printemps et pour le moment, inutile de vous dire que toutes celles qui étaient prévues sur cette fin d'année ont été reportées. Malgré tout, on a quand même réussi à donner 26 sessions de formation des différents parcours en 2020, en les adaptant évidemment en fonction des gestes barrières. Donc, c'est quand même un bon résultat, je trouve, et ça prouve que les gens sont extrêmement intéressés par ce type de formation. Commençons par le parcours 1, qui s'étoffe. Alors, avant d'évoquer le fait qu'il s'étoffe, on va un petit peu le retracer. Voilà le folder du parcours 1. Comme vous voyez, c'est quelque chose qui est assez ludique. Le but n'est pas que ces gens qui sont, je le rappelle, a priori fort éloignés du secteur associatif, en plus, quand ils ouvrent ce folder, tombent sur un truc très rébarbatif. Donc, notre graphiste, Catherine, a fait des petits personnages comme ça. Alors, c'est peut-être pas très lisible à l'écran, mais tu souhaites développer tes compétences, tu as envie de rencontrer d'autres personnes, tu sors de l'école, tu cherches un emploi, tu veux participer à un projet qui te correspond. Et donc, l'idée, disons-le tout de suite, ça n'est pas, quand nous donnons ce type de formation, ça n'est pas de persuader absolument les gens qui la reçoivent que le bénévolat, c'est formidable, c'est le monde parfait et qu'ils doivent se lancer là-dedans. L'idée, c'est de leur dire, voilà, le bénévolat, ça existe, ça peut être un moyen pour vous, parfois simplement de renouer du contact social, mais aussi de découvrir, de développer des compétences, des centres d'intérêt qui, comme Thomas l'évoquait tout à l'heure, ou Caroline, je ne sais plus, ont un intérêt aussi d'un point de vue professionnel. Pour le moment, voici les différentes animations qui composent ce parcours. Je vais vous les détailler dans un instant. Donc, il y en a 9 qui existent. Alors, la session d'animation dure 3 heures. Donc, ces 9 outils, on ne sait pas tous les donner en 3 heures. On les adapte en fonction du public auquel on a à faire face. Certaines, donc, ces 9 animations sont testées depuis de nombreux mois. Donc, pour les réexpliquer brièvement, pour commencer, les participants se présentent et nous disent ce qu'ils croient connaître du milieu associatif. Comme Caroline le disait, en général, pas grand-chose. Ils se rendront compte à la fin de la séance que ce n'est pas le cas. Dans une démarche normale, c'est-à-dire hors Covid, on fait cette animation d'un point de vue déjà associatif, c'est-à-dire qu'on leur demande de se mettre à 2 ou 3 et non pas de se présenter eux, mais de présenter l'autre personne. Bon, ici, évidemment, avec les gestes barrières, ça n'est plus possible. Association Kesako, c'est tout simplement qu'ensemble, on redéfinit ce que c'est qu'une association. On leur demande aux participants, pour vous, qu'est-ce que vous associez, c'est le cas de le dire, au mot association, et ensuite, on en débat pour arriver à la définition d'une association. Le Wi-Fi associatif, on l'a appelé comme ça parce que c'est un roll-up, il se matérialise par un roll-up sur lequel il y a des strates qui ont un petit peu la forme du nom de Wi-Fi. Maintenant que les participants ont bien compris ce qu'était une association, on leur demande d'indiquer sur des post-it, qui eux-mêmes seront installés sur ce roll-up, les associations qu'ils connaissent eux-mêmes ou à travers des proches, que ce soit à un niveau très local ou parfois à un niveau international, Amnesty International, Greenpeace ou des choses du genre. Le tiers secteur associatif, on voit s'ils ont bien compris la notion, on leur présente des cartes illustrant des organismes privés ou publics, associatifs ou non. Et l'idée pour eux, c'est de voir si cette structure est bel et bien associative et si oui, pourquoi elle l'est. Et régulièrement, nous avons par exemple, ce qui fait toujours débat, c'est quand on évoque l'Union belge de football ou la Fédération française de football, les gens ne pensent pas un seul instant que c'est associatif parce que ça concerne énormément de monde et que ça brasse beaucoup d'argent. Mais si, on leur réexplique que là, il faut voir la finalité de cet organisme, que la finalité, c'est d'investir, de réinvestir l'argent et non pas pour d'éventuels actionnaires de s'en remettre plein les poches, entre guillemets. Le rôle des associations, c'est qu'on leur montre clairement
en partant de plusieurs associations différentes, quel est le fonctionnement, l'utilité et l'impact de ces associations dans divers secteurs. On leur montre par exemple que celles qui sont actives dans la lutte pour les droits de l'homme ou pour l'égalité des chances, c'est grâce à elles qu'il y a des lois contre le racisme, la xénophobie qui ont vu le jour, que des associations de défense de l'environnement, c'est grâce à elles notamment que les sacs en plastique sont de moins en moins utilisés, voire plus du tout dans les magasins. Le mémorial associatif transfrontalier, c'est plus une respiration, je vais dire, c'est un jeu de cartes qui ne peut pas se pratiquer en période Covid, malheureusement. En fait, il y a deux cartes similaires, une qui illustre un organisme français, l'autre qui illustre un organisme belge, mais qui ont la même utilité. Alors, vous remarquerez dans les exemples que j'ai mis qu'il n'y a pas forcément que de l'associatif. En l'occurrence, ceux que j'ai mis, le Pôle emploi et le Forem, le CCAS et le CPAS, voilà, c'est effectivement Chouvert et Verchou de chaque côté de la frontière, mais eux, en l'occurrence, ne sont pas associatifs, mais il y a évidemment des termes associatifs aussi. Je sais, je suis, ça c'est quelque chose qui marche très bien et qui est très important, c'est que parmi ces personnes, en général, il y en a toujours quand même bien l'une ou l'autre qui finit par nous dire « Ah ben oui, mais tout compte fait, moi j'ai eu une expérience associative ». Elle nous l'a décrit et on lui fait prendre conscience à cette personne comme au reste du groupe du nombre et de l'importance des compétences, des qualités qui ont ainsi été développées et du fait que finalement, c'est le genre de qualités qui sont aussi recherchées par les employeurs. Et régulièrement, les gens ouvrent des yeux grands comme ça en disant « Ah oui, je n'ai jamais fait cet exercice-là, je n'avais pas du tout conscience que j'avais développé autant de qualités. Moi, je pensais que je n'étais bon à rien, entre guillemets. » C'est ce qu'on nous dit parfois. Invente ton projet associatif, là c'est un exercice où on leur dit, voilà, maintenant qu'on vous a un petit peu retracé le chemin, imaginez sur papier un projet d'association qui vous tiendrait à cœur, voilà, comment est-ce que vous le feriez, ça concernerait qui, comment, quoi, vous auriez besoin de combien d'argent, vous compteriez le mettre sur pied quand, etc. Les métiers associatifs, c'est la dernière animation qui existe pour le moment. C'est aussi quelque chose qui marche très bien, c'est-à-dire qu'on demande aux gens de nous dire quel est le métier dont ils rêveraient, indépendamment de toute contrainte. Et on se rend compte que la plupart des métiers qu'ils nous citent, même si quand ils nous les citent, ça n'est pas forcément dans ce cadre-là, ce sont des métiers qui peuvent être exercés dans un cadre associatif. Donc on leur montre vraiment à quel point le cadre associatif est large. Alors, il y a deux autres outils qui vont arriver d'ici la fin de l'année et qui vont compléter cette formation. Un que nous avons appelé le quiz associatif, qui est plutôt une animation de fin de séance pour voir ce que les participants ont retenu de la formation. C'est un principe de QCM, de questions à choix multiples. Vous voyez, par exemple, les deux exemples qui sont retenus. Un volontaire, est-ce que c'est égal à un bénévole? En l'occurrence, oui, en Belgique, mais pas en France. Est-ce qu'une association peut être composée uniquement de bénévoles? Oui. Aucune obligation qui est des salariés. Donc ça, c'est assez simple. L'autre est peut-être un petit peu plus compliqué. Ce sont des assertions. Alors, on peut en proposer une, deux ou les trois. Si on fait les trois, elles s'enchaînent assez logiquement. Des choses qu'on entend assez régulièrement. Pas besoin des associations vu qu'on a les services publics. Les associations gaspillent l'argent public ou les bénévoles prennent la place de salariés. Et alors, chacune d'entre elles donc, véhicule des idées reçues. L'objectif, c'est de voir avec les participants quelle est leur réaction, d'écouter leurs arguments et finalement de leur démontrer que ça n'est pas le cas. Ces affirmations sont fausses. Je vais prendre un exemple. On a choisi la lutte contre la pauvreté comme fil rouge de ces trois questions. Donc, à droite de votre écran, vous avez une bâche qui a été établie avec des photos illustrant la pauvreté, des sans-domicile fixe, des portefeuilles vides, des gens qui vont se nourrir dans des magasins style Resto du Cœur, etc. Et la question, c'est la première, pas besoin d'associations puisqu'on a les services publics. On demande aux participants tout simplement de noter sur des post-it le nom d'organismes qui luttent contre la pauvreté. Une fois que tous ces post-it sont posés sur la bâche, on regarde ceux qui relèvent de l'associatif et on l'enlève. Et finalement, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'il ne reste plus beaucoup de post-it sur la bâche. La conclusion, c'est que les services publics, eux seuls, ne suffiraient pas. Le secteur associatif est complémentaire et je dirais même que le service public est parfois bien content que le secteur associatif soit là justement
pour effectuer des missions que lui n'a pas la possibilité d'effectuer, quitte à subsidier les associations qui s'en occupent. Donc, en résumé, le parcours 1, ce sont des participants qui sont souvent très participatifs. On a rarement des groupes passifs. Des gens donc, qui sont surpris de voir à quel point ils baignent au quotidien dans le secteur associatif. On a eu pas mal de retours de participants qui, suite à cette séance d'information, sont venus vers nous en disant « Moi, j'aimerais bien effectivement m'impliquer dans une association. Est-ce que vous pourriez nous y aider ?» Et oui, on a des plateformes, que ce soit en France ou en Belgique, qui permettent justement de les orienter, et des encadrants qui sont satisfaits par la formation proposée, par l'intérêt qu'elle suscite auprès de leur public, de leurs stagiaires, de leurs élèves en l'occurrence. Cela dit, ce public, il est parfois difficile à convaincre de participer à ce genre de formation. Je pense par exemple au CPAS de Charleroi en Belgique, avec qui nous avons un partenariat. Il est régulièrement compliqué de convaincre les gens de l'intérêt de suivre une telle formation. Et du coup, on a préparé une petite vidéo que je vais vous montrer dans un instant. L'idée, c'est que cette vidéo, vous allez voir, elle est très courte, elle est très ludique. C'est de montrer quelques-uns des secteurs que couvre l'associatif, de donner un petit échantillon des compétences développées dans ce cadre-là, et le fait, comme je le disais, que ces compétences ont intérêt à être mentionnées sur un CV, dans un entretien d'embauche. Ça aura une utilité plus large, c'est que ça permet d'être diffusé sur les réseaux sociaux, nos sites internet, celui de Recapas bien évidemment. Ça pourra interpeller les visiteurs et ça permettra à chaque personne qui l'aura très facilement sur son PC portable, sa tablette, son smartphone, de faire découvrir le but premier de ce programme. Alors, pour vous la visionner, je vais devoir changer un instant de... attendez, c'est celui-là, voilà. Et je vous la fais à la fois voir et écouter. Vous allez voir, c'est assez ludique et encore une fois, c'est très court. Des compétences, des qualités, moi? Mais oui, et beaucoup plus que tu ne le crois. Sans le savoir, tu en développes tous les jours. De l'esprit d'équipe dans ton club de sport, l'écoute et l'anticipation des besoins quand tu viens en aide à tes voisins pendant les périodes de confinement, la créativité quand il s'agit d'organiser la future fête de ton quartier, ou bien encore le sens des responsabilités quand tu animes dans ton mouvement de jeunesse. Tout cela, ce sont des qualités que tu acquiers ou que tu développes grâce à des expériences associatives, des compétences recherchées sur le marché de l'emploi. Viens les découvrir, c'est amusant, gratuit et sans contrainte. Voilà. Des compétences, des qualités, moi? Mais oui, et beaucoup plus que tu ne le crois. Sans le savoir, tu en développes... Stop, silence. Voilà, donc comme je vous disais, c'est vraiment, c'est assez court, ludique, et ça donne une idée de ce à quoi les participants vont être confrontés. Alors, c'est une vidéo qui sera également, c'est là le but, associée au folder de présentation du parcours 1. Tout à l'heure, vous avez vu l'intérieur, ici, vous avez une image de l'extérieur. On insérera un QR code. Et il suffira de scanner ce QR code pour avoir accès à cette animation. Alors, comme le public auquel on a affaire ne possède pas forcément de smartphone, ne sait pas forcément comment faire, leur formateur ou leur référent pourra lui-même effectuer la manipulation et le leur montrer sur son smartphone. On peut même imaginer, dans des temps hors Covid, bien évidemment, que cette vidéo soit diffusée à un groupe via un PC portable ou via un projecteur. Toutes ces animations font l'objet de fiches pédagogiques qui sont regroupées dans un livret pédagogique. Alors, un exemple de fiche pédagogique, c'est donc les métiers associatifs. Voilà, vous avez l'illustration du livret. Voilà sur votre droite les éléments qui sont utilisés en visuel, c'est-à-dire deux panneaux, un où on met possible, l'autre impossible, et c'est là qu'on va coller les post-it des participants. Est-ce que votre métier peut être utilisé dans le cadre associatif, oui ou non? Et ensuite, bon, c'est en tout petit, mais ce sont les différents secteurs associatifs. Il y en a 11 au total, et les différentes professions, des exemples en tout cas de professions qui peuvent être exercées dans ce cadre. Ensuite, la fiche se compose à la fois du nom de l'animation,
du type, hein, en l'occurrence une réflexion collective, de l'objectif de cette animation, de son déroulement en quelques lignes, la durée estimée, le nombre de participants idéalement au maximum en tous les cas, le niveau d'expertise qui est requis par le formateur, c'est quand même la moindre des choses, le niveau de difficulté de l'animation pour les participants, le matériel nécessaire, hein, là vous le voyez, les post-it et les 2 tableaux que je vous ai montrés, et puis ensuite un descriptif, étape par étape, hein, avec à chaque fois la durée et éventuellement le besoin en éléments matériels. Et puis, à la fin, eh bien, vous avez des conseils, des bonnes astuces si on veut personnaliser davantage l'animation, si on veut faire des variantes, dépasser les frontières, puisqu'évidemment, l'objectif, c'est que ce soit transfrontalier. Tout ceci se retrouve bien évidemment sur notre site recapas.eu, comme vous aurez l'occasion de le revérifier lors des 2 prochains parcours que nous allons détailler. Le parcours 2, justement, ce parcours 2, ben, voilà le folder, hein, vous voyez toujours le principe assez ludique. Donc là, l'idée, c'est vraiment de s'adresser à des personnes qui baignent déjà dans l'associatif ou qui comptent y baigner, qui comptent lancer leur projet, pour leur permettre bien de faire les choses dans les règles, entre guillemets, que ce soit les règles légales ou que ce soit l'aspect déontologique. Alors, ce parcours 2, toutes ces informations ici figurent sur le site recapas.eu, qui est donc ici tout en haut de ce slide. Cette formation permet donc de donner les clés à la fois méthodologiques, juridiques, comptables, pour piloter un projet associatif, que ce soit en Belgique et en France, histoire d'améliorer notamment la gestion. Il est composé pour le moment de 7 modules différents qui sont donnés à raison d'1 jour par semaine, c'est-à-dire que ces modules, certains comptent 3 heures, alors là on les regroupe en une seule journée, d'autres 6 heures. On compte 5 journées, par exemple, 5 lundis d'affilée ou 5 mardis d'affilée, pour donner ces différents modules. L'un retrace le contexte associatif, c'est vraiment les grandes idées générales. Le deuxième, le cadre juridique qui est très important. Le troisième, comment on gouverne, entre guillemets, on gère une association. Le quatrième, très important aussi, la gestion des ressources financières. Le cinquième, la mobilisation des ressources financières, ce qui n'est pas la même chose. Là, c'est l'aspect comment récolter de l'argent, les subsides notamment, mais il y a évidemment d'autres sources. Le module 6, les ressources humaines associatives, c'est essentiellement comment gère-t-on, entre guillemets, la participation bénévole, comment est-ce qu'on les fidélise, par exemple. Et le module 7, qui est la gestion d'un projet associatif globalement. Alors, il y a des ajustements qui sont prévus. On a remarqué, de par la pratique, que les gens sont très demandeurs concernant le module de gestion des ressources financières, qui est consacré essentiellement donc à la comptabilité, d'avoir plus de temps et d'avoir plus d'exercices pratiques. Parce que c'est vraiment un domaine qui est très compliqué, peut-être encore plus d'ailleurs en Belgique qu'en France, parce que les contraintes en matière et comptable et juridique sont plus importantes du côté belge. Et donc, on a décidé de dégager du temps, donc 6 heures au lieu de 3 heures pour ce module. Du coup, il fallait bien récupérer ce temps quelque part. Et on l'a récupéré sur le module premier consacré au contexte associatif. Comme je vous le disais, il contient surtout des données de base sur lesquelles on revient inévitablement à travers les autres modules. Donc, en fait, on va le distiller à travers ces différents modules. Ce qu'on a décidé également, c'est que pour chaque module, les participants recevront un cahier d'exercices à remplir, pas le jour même, mais après la journée de formation. Pas le soir non plus forcément, mais dans les jours qui suivent. L'idée, c'est qu'ils puissent, à la fin de cette formation, donc au terme de la dernière journée de formation, qu'ils puissent avoir rempli ce cahier d'exercice en fonction de leur projet à eux, et qu'ils puissent venir
nous poser, enfin poser aux formateurs des questions, voir s'ils ont bien fait, s'il y a eu au contraire des erreurs, ou bien s'ils ont rencontré des difficultés et si oui lesquelles. Du coup, une journée supplémentaire serait proposée après la formation proprement dite, où les participants qui le souhaitent pourraient solliciter des rendez-vous avec les formateurs, avec le comptable par exemple, si c'est un problème de comptabilité, avec la juriste, si c'est un problème juridique, etc. Vincent, je vais être le maître du temps pour t'indiquer qu'il reste 5 minutes pour terminer la présentation. D'accord, merci. D'accord. T'inquiète pas, on arrive au bout. Merci Denis. C'est une formation évidemment transfrontalière puisque le contenu des modules donne les équivalences de part et d'autre de la frontière. Il y a des vidéos de e-learning franco-belges qui sont en cours d'élaboration pour alimenter les différents modules de formation. Notamment, et c'est aussi le point suivant, parce qu'il n'est pas toujours possible, évidemment, pour ces formations d'avoir en même temps un formateur belge et un formateur français présent. Donc, ces vidéos de e-learning sont une solution. Une autre solution possible, ce sont des interventions en visioconférence. Et là, sur la diapositive que vous voyez, eh bien, c'était lors du dernier CFGAT belge qui a eu lieu, qui s'est achevé il y a quelques semaines, juste avant le confinement. À l'écran, vous avez Grégory Cardon, qui est le patron de la MDA de Roubaix, qui est intervenu sur les aspects français, que ce soit financiers, juridiques, etc. Voilà le livret pédagogique du parcours 2 disponible évidemment sur notre site recapas.eu. Quant au troisième parcours, je le disais, le but c'est de sensibiliser les acteurs de l'insertion socio-professionnelle dont certains d'entre vous font partie. Voilà le folder de ce parcours, toujours le même principe évidemment assez ludique pour ne pas être rébarbatif. L'idée, donc, comme je le disais en introduction, c'est que vous puissiez vous former à ce programme RECAPAS, que vous puissiez utiliser les différents outils que nous avons mis en place, notamment dans le parcours 1, et que vous puissiez les proposer en formation, de nouveau, là non plus, pas forcément pour convaincre les gens de se lancer dans l'associatif, mais justement pour présenter une alternative, présenter quelque chose de différent. Qui pourrait convenir à certaines des personnes qui sont en stage, par exemple, ou qui émargent de votre structure, si c'est un CPAS ou un CCAS, par exemple. Vous remarquerez dans la colonne de gauche, ici, que la formation était prévue pour 6 heures. Alors, on a un petit peu revu nos batteries. Cette formation, elle doit comprendre quoi? Le cadre légal, évidemment, les compétences qu'on acquiert lors d'expériences associatives, c'est logique. Les grands secteurs, je vous l'ai dit, il y en a 11 du monde associatif. L'impact économique et social du secteur associatif, parce qu'il faut quand même montrer aux gens que le secteur associatif n'est pas anodin. Je connais mieux les chiffres pour la Belgique que pour la France, mais en Belgique, il y a quand même 150 000 associations qui existent, 1 800 000 bénévoles, puisque chez nous, il n'y a pas de différence entre bénévoles et volontaires, et à peu près 600 000 personnes qui sont salariées, pas toutes à temps plein, mais 450 000 équivalents temps plein. Donc, c'est un secteur qui n'est pas négligeable. Et le contenu de la formation comprend donc la maîtrise des animations du parcours 1, qui, vous l'avez vu, pour certaines, répondent déjà à certaines des questions des thèmes précédents. Et il y aura la prise en main des futurs badges numériques, mais ça, on en parlera un peu après dans le courant de cette matinée. Donc, cette formation, on a décidé de la ramener sur 3 heures parce qu'on s'est rendu compte que pour les structures qui étaient intéressées, arriver à bloquer une journée entière pour leurs formateurs à eux, pour qu'ils puissent suivre cette formation, c'était trop long. Donc, on peut condenser ça sur 3 heures, ça ne pose aucun souci, mais selon l'organisme qui souscrit, forcément, sa connaissance du secteur associatif est différente, potentiellement ses demandes le sont également, donc chaque structure, indépendamment de la pratique des animations qui, elle, restera, bien évidemment, pourra déterminer à la carte si ses agents ont des besoins théoriques supplémentaires. Ils s'y connaissent mieux dans le secteur légal, mais ils ne s'y connaissent pas du tout dans l'aspect économique, ou inversement, voilà, on pourra ajouter à la carte, entre guillemets, un aspect supplémentaire, quitte à aller jusqu'à 4 heures de formation, mais pas davantage.
Voilà à quoi ressemblera le futur livret pédagogique du parcours 3. Hein. Je dis futur puisque le visuel est déjà fait, mais voilà, le livret est encore en cours de réalisation, bientôt disponible sur Recapas. Il faut vous dire que ces modifications, elles ont été entérinées lors d'une réunion qui a eu lieu il y a à peine un mois. Donc, c'est pour ça que tout n'est pas encore coulé dans le marbre. Voilà, pour vos questions, mais j'imagine que Valérie va relayer celles que vous aurez postées sur le chat s'il y en a. Pour toute information complémentaire, vous n'hésitez pas à revenir vers moi. Vous voyez que l'adresse est très simple, c'est mon prénom, vincent@mpa80.be. Merci voilà, beaucoup. merci beaucoup. Merci. Et alors, bravo et merci. Encore une fois, on mesure, on l'a vu avec Thomas sur l'observation, toute la qualité du travail qui a été fait sur l'observation. Et de la même manière, sur ces parcours de formation là, qui s'étoffent d'année en année, les outils sont disponibles, ils sont partageables, ils sont de qualité. Je sais que certains d'entre nous les utilisent déjà et se les réapproprient. Donc, c'est tout l'intérêt aussi de ces outils-là. Alors, Valérie, on va te laisser la parole parce qu'il y a eu pas mal de réactions aussi et de questions sur le chat. Oui, sur le parcours 1, donc il y a quelqu'un qui demande pour quel public il est destiné, notamment les jeunes en service civique. C'est le cas. Oui, c'est le voilà. cas. Là, étant donné que c'est une question qui est plus française, Thomas pourrait, ou Denis pourrait davantage répondre que moi, mais oui, c'est le cas. Il y a des personnes en service civique qui suivent ce genre de formation, tout à fait. On utilise tous ces outils, nous, dans le cadre de nos formations pour les services civiques, là, les 2 jours de formation obligatoire. Il dure combien de temps, le parcours 1? C'était une des questions. Alors, la formation, qui est plutôt une séance d'information, finalement, dure 3 heures. Ensuite, il y a des questions liées aux accès aux outils. Donc, tu as dit les fiches pédagogiques, elles sont déjà accessibles sur le site Recapas. Pour les parcours 1 et 2, oui, effectivement. Et pour ce qui est de la vidéo et des autres outils, comment ça se passe? Eh bien, la vidéo, je vais la mettre aujourd'hui sur notre site Recapas également. Sinon, en ce qui concerne la Maison pour Association à Charleroi, elle est déjà sur notre page Facebook. Je vais la poster également sur la page Facebook Recapas et nos partenaires français pourront également la récupérer chez eux. Donc, au niveau de la vidéo, elle sera visible, je dirais, en début d'après-midi, grand maximum. Au niveau du parcours 2, est-ce que ça a été expérimenté auprès de jeunes, par exemple, associations de jeunes et du coup, est-ce que c'est adaptable pour… voilà, comme c'est déjà très ludique, mais est-ce qu'il y a une expérimentation spécifique auprès des jeunes? Alors, en Belgique, non. Au niveau français, je ne pense pas non plus. Hein. C'est-à-dire qu'on a des très jeunes associations, enfin tout dépend de ce qu'on appelle jeunes, on a des toutes nouvelles associations, donc des gens qui veulent créer leur association, qui participent à ce CFGA. Et donc là-dedans, il y a aussi un public plus jeune, mais voilà, on n'a pas fait actuellement vraiment une formation complète spécifique pour des jeunes. C'est-à-dire que c'est un public un peu multiple. Voilà. Alors, du côté français, on a adapté le CFGA pour les jeunes porteurs de projets ou les jeunes associations. Et les outils qu'on utilise dans le cadre de la formation service civique pour les volontaires sont des outils aussi adaptés au public jeune. Voilà. Et donc, par rapport aux outils… Pardon, je voulais juste préciser que par rapport aux outils que Vincent vous a présentés du parcours 1, ils sont tous sur le site internet et même les supports sont téléchargeables. Hein. Donc les fiches pédagogiques, toutes les animations, animation par animation, sont téléchargeables et donc vous pouvez aller les piocher et les utiliser en fait. Voilà. Et pour les personnes qui posaient tout à l'heure la question pour Thomas, même chose, je ferai suivre ce PowerPoint aux personnes qui le désirent naturellement. Okay. Pour le parcours 3, est-ce qu'il y a un nombre minimum de requis de participants? Je dirais qu'on ne peut évidemment difficilement faire de l'accompagnement individuel, entre guillemets, parce que bon, ce serait un petit peu compliqué, mais bon, à partir de 3, 4, 5 personnes, c'est déjà bon, quoi. Voilà, pour moi, j'ai repris toutes les questions qui avaient été évoquées dans le chat. Merci Valérie, merci Vincent. Je vais me faire le porte-voix de l'association Interphase pour cette présentation, puisque le module 3 est piloté principalement par Interphase. Il y a eu quelques mouvements cette année, puisque Stéphanie Bost, dont une bonne partie d'entre vous avez eu l'occasion de bosser avec, a quitté la région et a développé de beaux projets dans le sud de la France.
par ailleurs, elle a un bel événement personnel qui va arriver. Elle a été brillamment remplacée par Marina. Donc, tout le travail a pu être fourni par Interphase durant toute cette année. Et Brice vient d'arriver en direction d'Interphase. Et aujourd'hui, c'est lui qui est aux manettes pour nous permettre de faire cette visioconférence. Donc, on le remercie encore une fois de plus, puisque c'est grâce à lui que tout cela fonctionne. Et pour ma part, je vais en quelques minutes présenter ce qui a été fait sur ce module 3, les outils de détection de compétences. Alors, tout d'abord, retour sur 2019, puisque un bel outil a été créé, c'est cette publication, valoriser les compétences associatives, état des lieux et analyse des outils existants. Je vais rappeler le contexte. Quand on a démarré le projet Recapas, le but était de pouvoir apporter des outils utilisables par tous, diffusables, pour valoriser, détecter les compétences, faire soi-même un travail d'introspection, d'analyse. Et on s'est rendu compte qu'il y avait déjà des outils existants en France et en Europe. Donc le but n'était pas de reproduire un outil de plus sur la même base, mais plutôt de partir de ce qui existait déjà. Donc, Stéphanie et l'association Interphase, donc tous les collègues de Stéphanie, ont travaillé à mettre autour d'une même table des experts ou des gens qui ont une compétence sur ces questions-là pour pouvoir faire la bascule entre l'existant et apporter une plus-value. Donc, cette publication-là, je vous invite à aller la découvrir si vous ne l'avez pas encore lue ou de la relire. Elle est très riche. Elle vous permettra déjà d'acquérir les premiers outils déjà existants. Et nous, on est parti de cette base-là pour pouvoir mettre en place ce qui va vous être présenté par la suite. L'objectif à terme, c'est non plus d'être sur des formats papier, qui étaient la base des outils existants jusqu'ici, mais de partir vers des outils numériques, puisque c'est là qu'il y avait des plus-values à apporter pour les outils de détection. Donc, on s'oriente, nous, à terme, donc la finalité de Recapas, vers un badge numérique de bénévoles pour recenser les compétences transversales qui sont elles-mêmes basées sur un référentiel commun des compétences de bénévoles. Cet outil est évidemment co-créé. On n'est pas seul sur la création de ce genre de choses. Le but, c'est de partager et de recenser autour de nous les façons de percevoir cette thématique-là pour être vraiment en phase avec le plus grand nombre de personnes. C'est un outil qui a pour but d'atteindre des publics qu'on dit relativement éloignés du monde associatif ou de l'insertion professionnelle. Donc, c'est un outil qui sera évidemment accessible, compréhensible par tous. Et c'est un outil qui a vocation aux accompagnateurs associatifs de pouvoir les utiliser, quels que soient les types de publics, pour justement toucher le plus largement possible les personnes qui souhaiteraient utiliser leur parcours asso comme un tremplin vers éventuellement une insertion professionnelle. Alors, ces outils-là sont développés, comme je le disais, de manière collective. Là, vous avez une illustration avec une petite photo d'un comité outils. Donc, c'est une enceinte, un endroit où on regroupe généralement autour d'une vingtaine de personnes qui ont leur domaine d'expertise et leurs propres compétences, qui viennent apporter leurs réflexions pour nous permettre de développer ces outils-là et de les tester. Après ça, je laisserai la parole à Alexandra de ID6, qui est la structure qui va mettre en place ces outils numériques. Je précise quand même, on a parmi les partenaires du porteur du projet 3 associations, les MDA et la MPA, qui ont pour cœur de métier d'accompagner les assos. Interphase est sur un autre registre, et c'est ça aussi la richesse de notre regroupement associatif. Interphase a justement cette capacité à aller voir au-delà de notre secteur d'activité, et c'est pour ça que c'est eux qui sont en pilotage de ces comités outils qui ont pour but de regrouper très largement des compétences qui peuvent être vraiment au-delà du secteur associatif. Le but, l'an prochain, maintenant qu'on a un développement d'outils numériques qui sont en train d'être mis en place, c'est de pouvoir essaimer ces outils-là pour qu'ils touchent très largement. On s'est rendu compte à travers le travail d'analyse et d'état des lieux de ce qui existait déjà que beaucoup d'outils existent, mais finalement, ils sont relativement peu utilisés les uns les autres parce que la question de la diffusion, la question de la création de réseaux porteurs de ces outils-là n'a pas été peut-être suffisamment travaillée. Donc, à partir des réseaux qui ont été créés là, sur le comité outils ou le comité pédagogique évoqué
par Vincent précédemment, on va regrouper ces éléments-là, ces personnes-là, pour vraiment donner de l'ampleur à notre démarche. On va évidemment porter des formations dans les différentes structures. On va permettre à des personnes qui ont une entrée auprès de certains publics de s'approprier nos outils numériques justement pour les faire leurs et du coup les diffuser le plus largement possible. Évidemment, ces outils-là auront pour but d'être évalués, de nous permettre aussi d'avoir des retours, de pouvoir les améliorer par la suite afin qu'on puisse sans cesse faire en sorte qu'ils soient les plus adaptés au terrain. Alors, sur le travail qui a été développé donc dans ce cadre du module 3, qui est en lien avec la détection d'outils, de compétences, etc., il y a un gros effort de valorisation de tout ce qui a été développé, mis en place. Et ça, encore une fois, Interphase a été vraiment brillant dans cette capacité à pouvoir aller dans des enceintes différentes, des colloques, voire du côté belge et français, des personnes qui auront la capacité derrière à valoriser ce qu'on est en train de mettre en place dans notre démarche. Je vous remercie. Je suis désolé que cette prise de parole n'ait pas été plus claire ou plus longue. Marina l'aurait sans doute fait mieux que moi. Je l'excuse encore une fois. Elle a des raisons personnelles qui l'ont empêché d'être là aujourd'hui. Et j'espère avoir retranscrit assez fidèlement ce que Interphase a mis en place cette année. Et je vais laisser la parole à Alexandra d'ID6 qui, elle, va vous présenter les outils numériques qui ont été développés durant cette année 2020. En fait, je vais me présenter. Je travaille pour l'association ID6 qui développe des solutions et des dispositifs pédagogiques pour les professionnels de l'éducation et de la formation depuis plus de 15 ans. Nous avons travaillé sur beaucoup de champs comme l'insertion professionnelle avec SkillPass et la Cernière Rebox, la formation à la gestion de projet, l'orientation avec notre startup d'État Diagoriant, l'emploi transfrontalier avec Belle Job Story et les Open Badges avec la plateforme Diva. Aujourd'hui, dans le cadre de ce projet, nous sommes en charge de 3 outils numériques pour RECAPAS. Donc, on a une première partie avec les Open Badges qui va permettre de valoriser la certification de CFGAT, dont on a parlé un peu plus tôt dans la présentation. L'idée, c'est de mettre en avant chaque module du CFGAT grâce à des Open Badges et d'avoir un gros Open Badge qui s'appelle un Meta Badge qui soit un peu la représentation visuelle et numérique de la certification. On a aussi l'idée aussi, c'est d'ouvrir aux associations la possibilité de mettre en avant les expériences des bénévoles via les Open Badges grâce à notre plateforme. Donc, je passe très rapidement parce que comme on est un petit peu en retard. Donc en fait, on développe aussi un jeu vidéo qui est une manière ludique de comprendre la méthodologie derrière la valorisation et l'identification des compétences transversales des bénévoles. Pour vous donner un petit peu le contexte, dans la peau d'un bénévole qui tient un stand dans une kermesse, vous devez relever le challenge de servir tous les adhérents affamés comme c'est l'heure du midi. Le mini-jeu, c'est quelque chose de très simple, c'est de la préparation de commandes alimentaires et ça sert en fait comme exemple pour appliquer une méthodologie d'identification des compétences. En fait, on découpe l'expérience en activités, on identifie les compétences liées à chaque activité et ensuite on s'auto-évalue sur chaque compétence. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez faire en atelier tout à l'heure. Et ensuite, on a développé une application de reconnaissance des compétences transversales des bénévoles qui, en fait, est la logique du mini-jeu que vous pouvez retrouver aussi dans l'espace. Je ne sais pas si vous voyez ma souris. Ça n'a pas l'air d'être. Donc, Oui, en fait, l'application... On voit ta souris, hein, comme tu partages ton écran, on voit ta souris. D'accord, super. Donc, en fait, vous avez le mini-jeu dans l'application et la partie remplissage des compétences qui, ensuite, permet de faire une carte de compétences qu'on peut ensuite partager, que ce soit aux recruteurs, à ces cercles de connaissances, etc., etc. Donc, voilà, pour faire une présentation assez brève, rapide.
Je vais vous faire une démonstration de la plateforme. Comme ça, vous allez pouvoir voir un peu plus concrètement ce qu'il en est. Et ensuite, vous pourrez la tester de votre côté. Alors. Donc moi, j'ai déjà un compte. Je vous laisserai jouer directement, comme ça vous pourrez prendre en main le jeu. Je ne vous spoil pas trop sur à quoi ça va ressembler. Et on va directement faire l'ajout d'expérience. En fait, on a un processus assez simple. Vous commencez par renseigner le nom de l'expérience de bénévolat. Ça peut être de la trésorerie en association, de l'animation, de l'entraînement, c'est vraiment n'importe quoi. Donc là, je vais vous prendre mon expérience quand j'étais trésorière d'une association étudiante. Ensuite, j'ai une page de contextualisation de l'expérience. Ça me permet en fait de refaire un petit peu le point dans ma tête sur comment s'est passée cette expérience. Donc c'est une expérience qui a duré 1 an, qui était moyennement familière parce que c'était un petit peu au compte-gouttes. C'était sur de la longue durée, mais ce n'était pas une expérience où j'étais beaucoup investie. Pas beaucoup d'informations à traiter, comme c'était à petite échelle. J'ai utilisé pas mal de ressources, notamment tout ce qui était côté bancaire, gestion d'argent, etc. J'ai communiqué avec l'ensemble de la classe et l'équipe enseignante et j'ai rencontré quelques problèmes, notamment dans la communication étudiant-professeur. Ensuite, on part sur l'identification des activités. Donc en fait, le but c'est de découper les activités que vous voulez mettre en valeur. Donc par exemple, on a l'ouverture d'un compte en banque pour l'association. Pour chaque activité, vous allez pouvoir enseigner jusqu'à 4 compétences pour la valoriser. Donc j'ai dû communiquer à l'oral. On a agi collectivement parce qu'on l'a fait en groupe. Il y a eu besoin de s'organiser. Et j'ai ajouté une deuxième activité pour dire deux. L'animation de séance avec les étudiants et les professeurs. Donc à nouveau, la communication, la prise en compte des codes sociaux, c'est en fait un peu s'adapter soi-même au public qu'on a face à nous, utiliser le bon niveau de langage, savoir excusez-moi, utiliser le bon niveau de langage, du coup avoir une tenue correcte, etc. Prendre en compte les règlements et agir collectivement. Voilà. Une fois que j'ai rempli mes activités, là je me suis arrêtée à 2, vous pouvez en mettre d'autres. Vous avez le bilan de l'expérience qui vous montre les compétences que vous avez utilisées, sur quel niveau. Là, vous avez un petit bilan. Et quand vous faites imprimer, vous avez la carte de compétences qui s'affiche et qui est partageable et qui permet de mettre en valeur votre expérience auprès de recruteurs de manière assez facile, parce qu'on a les compétences ici, on a les niveaux, la contextualisation. Voilà pour une présentation assez rapide et condensée. Est-ce que tout va bien? Ouais, merci Alexandra, merci beaucoup. Alors, c'est ce qu'on va pouvoir, j'imagine, vivre un peu dans les petits groupes. C'est cette manipulation aussi de l'outil. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On pourra y répondre assez facilement. Nous, pareil, au niveau des MDA, je pense qu'on se positionnera aussi en accompagnateur pour les structures qui voudraient l'utiliser auprès des publics. Hein. Là, le but maintenant, c'est pas bien, Thomas. sur demande. Ah, pardon. Je disais qu'en tant qu'MDA, nous, on fera pareil que ce que Noé proposait. C'est-à-dire que s'il y a des structures qui ont besoin d'avoir un temps plus important pour une formation et l'utiliser après auprès des publics, on prendra le temps qu'il faut pour ça, quoi. Ok, bon, ben, on est tous revenus en plénière. Hein. On va pouvoir avoir le petit mot de conclusion de cette matinée de travail
et de partage du travail de notre projet RECAPAS. Vous indiquez que vous pouvez suivre notre projet sur un Facebook dédié. On a également une newsletter qui sort tous les trimestres, qui fait un peu le point sur les avancées du projet. Donc, si vous êtes intéressé, puisqu'on était nombreux ce matin, ça va vous permettre de suivre un peu notre projet. Alors, le cap, il est donné pour 2021 maintenant, dernière année de projet pour nous. Fin 2021, il y aura un colloque comme aujourd'hui, mais en présentiel, espérons-le, toute une journée de conclusion un petit peu de notre projet RECAPAS. Hein. Vous avez vu le genre d'outils qui sont développés. Donc ça, ce sera fin 2021. Le 15 avril, on fera la deuxième partie de cette journée, mais en présentiel au cube de l'EIC à Tourcoing, dans un endroit qui vaut vraiment le coup d'être vu. C'est tout neuf, c'est un outil d'éducation, de formation, de partage qu'a développé un lycée ici, mais qui est assez remarquable. Et puis, comme on s'y engage, ce sera un moment convivial hein, autour de bières belges, de chocolat belge, de bières franco-belges. On pourra enfin passer un petit moment convivial, puisque c'est aussi tout l'intérêt de ces projets transfrontaliers. Remercier l'ensemble des participants d'avoir été présents, des présentateurs de la qualité aussi de la présentation et du travail fait. Donc, vous l'avez vu, hein, sur l'ensemble des 3 modules, on a pu détailler un peu les outils. On n'a pas pu tous les manipuler, mais vous avez vu qu'on avance bien, qu'on est dans le tempo de notre projet, de notre objectif. Alors en 2021, on a un objectif, c'est que tous les outils qu'on vous a présentés aujourd'hui puissent être partagés, que vous puissiez vous les approprier pour vos publics, mettre à votre sauce aussi si besoin, puisque l'un des objectifs, c'est qu'après, tous ces outils servent sur le territoire ici, Hauts-de-France et belge, et aussi au-delà, évidemment. Je ne sais pas si, Caroline, tu voulais dire un petit mot de conclusion aussi de ton côté, pour garder la parole franco-belge. Voilà, je remercie en tout cas tous les participants. C'était rassurant parce que c'était quand même un pari, ce visio-colloque, on l'a fait comme ça. Donc voilà, je trouve que c'était très enrichissant, très chouette. Ça fait plaisir aussi de dépasser les frontières, même si c'est virtuellement, hein, parce que cette crise sanitaire, forcément, elle nous touche tous, mais elle touche aussi notre partenariat. Ça nous empêche de nous voir. Donc c'était une belle alternative. Je tiens aussi à remercier tous ceux qui ont pris la parole, Thomas, Vincent, c'était très chouette, très clair. Noé, pour ma part, hein, moi j'ai découvert l'outil et donc ça m'a permis, chez nous ça marchait, on était presque arrivé au bout. N'hésitez pas en tout cas. Voilà, ça nous a permis de prendre en main l'outil. Donc voilà, je pense que ce projet, l'avenir de ce projet s'annonce bien et que voilà, j'espère franchement que les opérateurs d'insertion socio-professionnelle en France comme en Belgique vont s'approprier les outils qu'ils ont découverts aujourd'hui. Et puis, voilà, on leur donne rendez-vous en avril. Très bien. Alors, Thomas Lowers, qui était un peu la baguette aussi avec la MDA-Drobé de ce colloque, est-ce que tu veux dire un petit mot? Alors, Thomas, je t'informe qu'il y a Paul Bucco du RNMA qui voudrait aussi peut-être dire un petit mot. Donc, on lui passe la parole juste après. Thomas, alors, pour ma part, je ne vais pas reprendre la parole plus longuement que je ne l'ai déjà fait. J'ai déjà eu mon temps bien dans des larges mesures. Donc, je vais laisser Paul reprendre la parole pour le RNMA s'il souhaite témoigner de son côté. En tout cas, c'était un plaisir et je remercie tous les participants d'avoir joué le jeu, d'avoir eu la patience d'aller jusqu'au bout parce que voilà, on sait ce que c'est qu'une visioconférence. Ce n'est pas forcément toujours évident. Merci beaucoup à tous. Alors, Paul, peut-être alors rapidement, parce qu'on arrive sur le terme de cette matinée. Non, c'est juste en quelques mots pour donc le réseau RNMA auquel participe Tourcoing et Roubaix depuis de nombreuses années. En tant que réseau, les enjeux d'engagement bénévolat, on en voit depuis de très nombreuses années dans différentes MDA, avec de temps en temps des temps qui sont expérimentés, des outillages qui se testent. Mais moi, je voulais féliciter ce qui est fait, parce qu'un outillage aussi complet avec des solutions présentielles, numériques, tout ça, là, vous avez vraiment construit quelque chose qui va dans une profondeur que moi, je ne me rappelle pas avoir déjà vu par ailleurs. Donc, vraiment, chapeau là-dessus. Je
pense que vous avez vraiment fait un travail de recherche et développement en marche, puisqu'on voit bien qu'à travers ce webinaire notamment, il y a des efforts faits sur l'appropriation des futures personnes qui pourront être amenées à y avoir intérêt. Et des fois, c'est vrai que des fois, les outils finissent dans les tiroirs, donc encore bravo là-dessus. Et puis enfin, moi, j'espère qu'un jour, on arrivera à travailler ensemble à ce que cet outillage se transfère sur plein d'autres territoires, puisque là, moi, j'ai la conviction que c'est vraiment un outil, comme vous disiez tout à l'heure, d'insertion professionnelle qui pourrait intéresser des professionnels de ces champs-là partout en France. Donc, au plaisir de poursuivre cette aventure avec vous et merci pour ce colloque. Merci Paul. Donc on compte sur le RNMA pour une diffusion plus nationale. Alors je propose à tout le monde de rallumer sa caméra. On va peut-être pouvoir avoir un affichage de tout le monde en mosaïque, là, un affichage final pour se saluer. Merci à Brice pour les mains. Et puis donc on se l'est dit, hein, rendez-vous pour la suite en 2021. J'espère que je ne dis rien. En tout cas, merci. C'était vraiment une matinée de qualité, une visio de qualité, faute de cette vue en présentiel et avec un nombre de participants aussi intéressant. Donc vraiment merci. Et puis bonne journée. À très bientôt. On peut se saluer en visio et se saluer sur le chat. Salut. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. Bonne journée. Bonne journée. Merci à tous, bonne journée. Bonne journée.